Je me souviens, j'ai un souvenir d'un premier road trip que j'avais fait en 2 chevaux. J'avais en plus convaincu un couple d'amis de venir, donc 4 dans une 2 chevaux. Faut vraiment aimer ça. On sort de Paris, on fait 50 km, on explose le moteur. Voilà. Et du coup, soupe à la grimace. On dit ok, retour à l'envoyeur. On va se réserver 2 billets et puis on va partir je ne sais où. Et au final, je rentre dans un garage. Il me dit je peux pas vous aider, mais j'ai un magazine qui est là, qui recense les points de chute. Ils appellent ça les points de chute. Donc en fait, c'est des bénévoles qui, pendant les vacances, bénévolement, acceptent de vous dépanner si vous ne tombez pas dans un véhicule de collection. Regardez, peut-être que je regarde, coup de bol, il y en avait un à 30 km, je l'appelle Michel. Il ouvre les portes du garage, et là, une fois de plus, il avait 30 ou 40 voitures, des rayonnages remplis de pièces, etc. Et je lui dis, le problème, c'est que là, le moteur, à mon avis, il est secoué. Attends, pas de problème, viens avec moi. Il m'emmène, et je vous promets que c'est vrai, il avait un rayon, il avait 4 moteurs de 2 chevaux qui étaient prêts. Et c'est devenu un ami depuis. Communauté de passionnés. Exactement. Bonjour Romain, comment ça va ? Bonjour Lucas, écoute, plutôt bien, à en croire le cadre dans lequel on se trouve. C'est ce que j'allais te dire, c'est difficile de faire mieux je pense, on en parlait avant de commencer ce podcast, on a un cadre incroyable, honnêtement, j'avais jamais fait ça, en fait, je sais pas si toi t'avais déjà... on va en parler, hein. T'as vu mieux, mais peut-être mieux, je sais pas, mais là on est vraiment bien quoi. On est pas mal, surtout qu'on est dans Paris. Je pense que je vais te laisser la primeur de dévoiler le lieu, mais effectivement, c'est surtout ça la magie, c'est d'être en plein cœur de Paris, dans une adresse à la fois chargée d'histoire et puis liée à des marques prestigieuses. On est chez Charles Pozzi, qu'on remercie parce que là, c'est encore une fois. On remercie effectivement Monsieur Neuboer qui nous a gentiment prêté le showroom et puis qui ont eu également la délicate intention de venir nous mettre une auto classique derrière pour avoir une cohérence avec le sujet du jour. Donc voilà, très belle adresse et on est ravis d'être là. Transition parfaite, Romain. Est-ce que tu peux te présenter ? Volontiers. Donc Romain Grabowski, je viens de passer le cap je suis rentré dans la phase des quadras depuis quelques jours, donc 40 ans fraîchement, et j'ai beaucoup de chance. Je me lève le matin avec une énergie folle parce que je suis le directeur du salon Rétromobile. Je suis tombé tout petit dans cette passion, mais j'ai la chance d'avoir ce qu'on appelle un métier passion et donc voilà, j'occupe ce poste depuis octobre 2022. D'où le fait que la présence de cette voiture derrière nous soit vraiment très cohérente. Oui, tout à fait. Non, c'était important d'avoir. On est dans un milieu de moderne, de supercar, principalement la marque Ferrari, mais c'est important d'avoir effectivement un modèle un peu plus ancien pour coller à l'atmosphère du salon. Du coup, directeur de Rétromobile, collectionneur aussi ? Collectionneur à mes heures perdues, le week-end, oui, effectivement. C'est pas mal quand tu es directeur de Rétromobile d'avoir cette notion de collection. C'est sûr que on a affaire à des collectionneurs très pointus, donc il s'agit aussi, nous, surtout sur Rétromobile, je dis toujours, on cherche pas c'est pas une course au mètre carré, c'est plutôt une course à la qualité. On veut être l'événement de référence en la matière, avec les plus belles autos, les plus beaux marchands. Donc, je pense que c'est indispensable de partager la même passion, parce que dans n'importe quel dîner déj, on se comprend. Et je pense que c'est essentiel aussi d'avoir cette culture. On en parle Rétromobile. Ton parcours, toi ? Donc toi, là maintenant, tu es directeur de Rétromobile depuis quoi ? 1 an, tu m'as dit ? Oui, depuis octobre 2022. Là, j'ai fait l'édition 2023 était mon premier Rétromobile avec ce nouveau costume. Mais j'ai eu que 4 mois pour apporter ma patte. Donc là, 2024, du 31 janvier au 4 février 2024, ce sera vraiment le premier Rétromobile où j'ai pu vraiment insuffler le changement, mes ambitions, travailler toute l'année, faire le tour du calendrier. Et avant ça, du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment t'en arrives là, jusqu'à aujourd'hui ? Sans surprise, j'ai un père qui était concessionnaire auto, alors non pas Ferrari, mais italienne quand même, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, une concession. Et puis, donc je suis tombé dedans assez naturellement, je dois dire. À défaut de savoir vraiment ce que je voulais faire, j'ai pris la décision de faire une école de commerce qui m'a ouvert un champ des possibles assez large. Et ensuite, un profil toujours événementiel sportif. Alors, on est aux antipodes de Ferrari,
Ferrari, mais j'ai commencé pour le 4L Trophy. Donc j'ai dû faire 7 ou 8 éditions dans l'organisation à chaque fois. Et puis après, j'ai eu la chance, on se rapproche de Ferrari, vous allez le voir, j'ai eu la chance de travailler pour Luc Alphand, qui d'ailleurs a participé au Mans avec Ferrari et puis avec Corvette. Moi, je suis arrivé pour la deuxième phase avec Corvette. Donc j'ai fait quelques éditions comme ça. Et puis ensuite, pour des raisons diverses, notamment liées à un accident de Luc Alphand, on a dû stopper les activités du team. Et j'ai trouvé refuge chez Motul, qui cherchait à l'époque un responsable du sponsoring. Donc je rejoins sur ce Motul, sur ce périmètre. Et puis finalement, j'étais à milieu d'imaginer que j'allais y passer 12 ans et j'ai évolué sur des postes de sponsoring, responsable de la communication, responsable de la marque. Et puis j'ai eu la chance de piloter toute la stratégie, entre autres de marque et notamment de sponsoring. Voilà. Ce qui t'a amené à voyager, faire pas mal d'événements. Oui, à une époque, alors c'est ce qui a posé aussi des problèmes d'un point de vue familial, mais c'est vrai que j'étais 25 week-ends par an sur le terrain. Et je parlais tout à l'heure d'un métier passion, c'est aussi le travers dans lequel il ne faut pas tomber. C'est que c'est vrai que du coup, il n'y a aucun matin où j'avais le sentiment d'aller au charbon, d'aller au boulot. Voilà, j'allais juste exercer ma passion et du coup, voilà, j'ai beaucoup voyagé. Sur du MotoGP, du Japon, en passant par le Middle East, en passant par toute l'Europe. J'ai eu la chance aussi de faire la Carrera Panamericana, c'était exceptionnel, la chance de faire plusieurs Dakar, la chance de faire le Mans classique, le Tour Auto, d'ailleurs dont Ferrari est également partenaire. Donc voilà. F1 jamais. La F1, eh bien, la F1, j'ai eu la chance de faire 2 Grands Prix de F1, Spa. J'étais plutôt gamin avec mon père et j'en garde un souvenir ému. Et puis, il y a quelques années, je discute avec un ami qui est pourtant pas trop dans l'automobile, qui me dit, je vais au Grand Prix de Monaco. Je lui dis, alors là, ça m'intéresse, comment t'as les places? Et il me dit, j'ai un bon plan, il y a une clinique, ma famille est impliquée dans la clinique, etc. Et en fait, qui donne littéralement sur le circuit. Et du coup, pendant la course, si on connaît les bonnes personnes, on peut rentrer, on est aux premières loges. T'étais où du coup on était juste après le départ, quelques centaines de mètres plus haut. Voilà, c'était évidemment fantastique. Il y a F1 à Monaco, on peut difficilement faire mieux. Tu m'étonnes. Et du coup, Motul, Rétromobile, comment ça... Oui, en fait, on est il y a un peu plus il y a 1 an et demi, on est en juillet l'an passé, j'ai fait 12 ans chez Motul, je m'éclate toujours dans mon boulot, mais en même temps je me dis voilà, c'est quoi peut-être la prochaine étape. Et puis Rétromobile cherche un nouveau directeur, étant donné que je suis en charge du sponsoring chez Motul et qu'on est déjà partenaire principal au même titre que Richard Mille, Arcturial, on est déjà partenaire du salon, je côtoie vraiment toute l'équipe d'organisation et puis lors d'un déj, effectivement, j'apprends que le poste se libère. On me tend un peu une perche. Je me dis, je ne sais pas si c'est finalement fait pour moi. Faut que je réfléchisse. 15 jours après, l'annonce paraît sur LinkedIn. Et puis là, en l'espace de 3 quarts d'heure, j'ai trois très bons amis, vraiment qui me connaissent très bien, qui me retransfèrent l'annonce en me disant l'île des Récifs, en gros, c'est toi qui cherches. Bon, je m'attarde un peu sur le sujet. Et puis je me dis, effectivement, c'est alléchant. Et puis voilà, après, ça s'est fait assez rapidement. C'est un parcours quand même fou, parce qu'à 40 ans, c'est rare de voir des parcours aussi complets, non? Enfin, je sais pas. C'est un vrai parcours intéressant. Je trouve dans le sport auto, t'as fait quasiment tout le spectre. Ouais, je sais pas si c'est fou. En tout cas, c'est pas véritablement calculé. J'ai toujours bossé avec beaucoup de passion. J'ai toujours, je me donne à 100% dans ce que je fais, que ce soit dans mes passions ou que ce soit dans mon boulot et j'espère aussi avec ma famille. Mais je me donne à 100% et voilà, je pense que le travail paye, le sérieux, la passion aussi. Voilà, je crois beaucoup en ces valeurs et voilà, j'ai eu la chance effectivement de faire des belles rencontres, de saisir des opportunités, mais une fois de plus, c'est pas dans l'esprit je suis carriériste, tout est planifié, c'est plus au gré des opportunités, des rencontres. J'ai eu la chance effectivement d'évoluer et aujourd'hui de faire le métier qui me passionne. Tout ça porté par la passion, c'est ça qui est intéressant, je trouve. Parler de passion, tu collectionnes du coup des voitures toi-même? Oui, alors j'ai pas encore la chance de collectionner la marque qui nous entoure, peut-être un jour, mais oui.
J'ai véritablement cette passion et en plus de ça, comme beaucoup d'entre nous, je passe beaucoup de temps sur le PC à faire des emails, à faire du téléphone. Alors voilà, ça fait partie du job, mais j'ai vraiment un besoin full week-end de déconnecter, de voir de la verdure, d'aller faire le marché, d'aller me promener, enfin de faire des choses extrêmement simples et surtout de servir de mes mains. Ça m'aide à me vider la tête. Et entre la passion et puis le côté manuel, c'est vrai que le véhicule de collection coche les deux cases. Donc voilà, j'en ai 5 ou 6 au fond du garage, plutôt des véhicules populaires d'ailleurs, mais qui me permettent de les rouler, de les entretenir. Et puis il y a vraiment un attachement qui est encore plus fort quand c'est un véhicule qu'on a acheté, qu'on a restauré soi-même. À l'issue de la restauration, voilà, on a vraiment l'impression que c'est son bébé, quoi. Mais j'aimerais bien qu'on creuse un peu sur ça, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui se posent la question. Tu vois, on ne sait pas à quel point c'est accessible, à quel point on peut faire ça, à quel point on peut apprendre, comprendre, avoir les notions pour entretenir ou ne serait-ce que retaper une voiture. Comment on fait pour avoir une collection en soi? C'est quoi les étapes quand tu pars de zéro? Bon, il faut, pour commencer, il faut trouver. On peut difficilement commencer tout seul. Généralement, déjà, on met le pied à l'étrier au gré de quelques rencontres. Moi, j'ai fait 2-3 rencontres qui m'ont marqué, où je me souviens un jour avoir fait une rencontre d'un très grand collectionneur qui avait une vingtaine de très belles autos. Et je me souviens vraiment, ce flash, je le garderai à vie, où il a ouvert les portes de sa grange et il y avait des autos qui étaient alignées. Et je me suis vraiment dit, waouh, il se passe un truc. Enfin, ça m'a déclenché vraiment beaucoup d'émotions. Donc, il faut faire des rencontres. Et surtout pour se lancer, je veux dire, pour aller acheter son premier véhicule, je déconseille fortement d'y aller tout seul. Il faut s'entourer des bonnes personnes, même pour l'entretien au départ. Alors, sur un véhicule de collection, quand on est un peu manuel, il y a une multitude de choses qu'on peut faire soi-même. Je ne parle pas d'ouvrir un moteur, mais ne serait-ce que l'entretien, les freins, etc. Mais au départ, il faut apprendre. Donc, moi, j'ai eu la chance de rencontrer ces personnes. Et après, voilà, faut la passion, faut quelques bons contacts, il faut un peu de temps aussi, parce que mine de rien, c'est pas le genre de véhicule dans lequel on monte, on tourne la clé, on met une bâche et voilà, faut s'y attarder un peu. Donc, c'est ça un peu les critères. Faut y mettre du temps, de l'énergie, de l'amour un peu. Ouais, tout à fait. De l'amour évidemment. Mais oui, il faut tout ce qui est mécanique. Toi, tu connaissais déjà, tu avais déjà les notions, ou tu as appris avec... Comment tu fais pour apprendre? Non, une fois de plus, c'est au gré. Moi, je fais pas partie de ces gens qui arrivent à apprendre avec des vidéos sur YouTube. Je critique pas YouTube, c'est fantastique, mais j'ai besoin qu'on me montre. Okay. Et donc, une fois de plus, je reviens à ces rencontres et très souvent, en plus, c'est des personnes plus âgées. J'ai rencontré 2-3 personnes et je pense à notamment 2 de mes véhicules, ce sont des Renault Estafette, donc l'équivalent du Combi. Et donc, j'ai rencontré un client, Raymond, qui a un peu plus de 70 ans, qui a connu ça toute sa vie, et c'est vrai que de le voir bosser, de lui voir, voilà, il m'a expliqué une multitude de choses, pas mal de réflexes à avoir, et j'ai beaucoup appris à son contact. Et puis après, je dirais, c'est du bon sens. Voilà. Alors effectivement, il faut être manuel à la base, ce qui, je pense, est un minimum mon cas, mais celui qui voudrait démarrer sans savoir dans quel sens on tourne le tournevis, ça va être un peu plus compliqué. Voilà. Mais je pense que j'arrive à imaginer le plaisir que tu peux avoir juste à te poser, à faire ton truc là, le week-end. Ça doit être méditatif un peu, je pense. Ouais, il y a un petit côté comme ça. Il y a un petit côté. Donc j'ai acheté en campagne une espèce de grange. On a fait un petit loft appartement à l'étage. On s'est fait un petit café-bar un peu ambiance des années 50. Donc surtout pendant le confinement, quand tout était fermé, j'avais mon bar à domicile, donc c'était sympa. Et puis après, effectivement, il y a une partie garage et il y a un peu ce rêve de gosse de se dire je vais avoir tous mes jouets sous le même toit. Il y a un peu un côté coffre à jouets, voilà. Et le plaisir fou du samedi matin, quand il fait beau, l'hiver là en ce moment c'est pas extraordinaire, mais c'est de se dire allez, laquelle je démarre. Voilà, j'ai une boîte à clés et puis j'ai la possibilité de choisir et de me dire allez, je prends laquelle aujourd'hui, et ça c'est exceptionnel. Moi j'ai un peu la même que toi, mais c'est des 1/24e. Je les bricole pas, je les démarre pas. C'est moi l'entretien. Et tu vois, je vois un peu ce genre de choses, mais ça serait tu vois, juste le fait d'en parler avec toi, ça me donne envie, tu vois. Mais bon, pour l'instant, je vais rester avec mes modèles réduits. Mais ouais, ça a l'air trop intéressant. Mais du coup, au niveau de l'entretien, c'est pas trop difficile si tu as besoin de pièces, si tu as besoin si
t'as un problème par exemple? Ça dépend du véhicule, effectivement. Il y a une multitude de marques de constructeurs qui ont des programmes ou alors qui ont délégué. Je pense par exemple celui qui a aujourd'hui une 2 chevaux Citroën, il y a un catalogue qui est aussi performant qu'Amazon. Okay. Je pense notamment, on a plusieurs représentants de revendeurs de pièces et de modèles sur Rétromobile. Je pense notamment à Merrick Club de Cassis, avec qui on travaille beaucoup. Un catalogue, vous passez commande, vous êtes livré en 48 heures, donc c'est super efficace. Après, si on tombe sur des modèles un peu plus exotiques, c'est plus compliqué. Il y a moins de pièces de fabrication et du coup, il faut essayer de trouver des pièces d'occasion. Le problème des pièces d'occasion, c'est qu'elle a déjà vécu, puis il faut les trouver. Donc je dirais, il n'y a pas de règle, mais ça fait aussi partie des critères qu'on va choisir son véhicule au départ. Voilà. Plus on va choisir un véhicule exotique, biscornu, compliqué, etc., et plus on va se lancer un vrai défi. Voilà, mais clairement, celui qui va acheter un combi, sauf erreur de ma part, il y a toutes les pièces disponibles. Sur les anglaises aussi, on va trouver beaucoup de spécialistes qui revendent de la pièce. Après, dès qu'on va tomber sur les marques luxe, Ferrari, Porsche, etc., alors bon, là, je pense que ce genre de profils le font moins par eux-mêmes. Hein. C'est les autos sur lesquelles on peut par définition, pas trop bricoler soi-même. Mais donc, les constructeurs ont développé des programmes, par exemple Ferrari Classice, et donc on donne les clés de sa voiture et ils sont capables de faire une restauration comme le véhicule qu'on voit derrière nous de A à Z. Et du coup, où est-ce que tu les trouves les pièces? Hors occasion, admettons, c'est les constructeurs qui les mettent à disposition aussi, ou tu as une plateforme que tu utilises? Certains constructeurs assurent des programmes de pièces de rechange pour les véhicules de collection. Certains développent de plus en plus. Par exemple, on a Renault qui est, je trouve, un excellent exemple en termes à la fois de préservation de son patrimoine et en même temps de la valorisation pour vendre du véhicule neuf. Enfin, il y a un lien entre le passé et le présent qui, je trouve, est brillamment exécuté par l'équipe marketing en place. Non, et après, alors voilà, constructeurs, ou alors il y a une multitude d'acteurs qui sont développés. Selon les marques qui vendent de la pièce en ligne, quelquefois sur les salons aussi, mais voilà, donc il est assez, selon les modèles, parfois assez facile de trouver de la pièce. Ouais, donc c'est accessible quand même. Ouais. Au niveau budget justement, parce que souvent on a un peu cette idée où on se dit ouais, ça coûte très cher, c'est pour les gens qui ont de l'argent. Est-ce qu'on peut construire une petite collection sans se ruiner en... C'est ça qui est magique, et c'est ça que honnêtement, on œuvre toute l'année pour préserver sur le salon. Parce que sur le salon, je le disais tout à l'heure, l'idée c'est d'être le plus exclusif, le plus beau. Donc notamment dans le hall 1, on a une multitude d'autos qui dépassent le 1 million d'euros. Donc j'ai conscience que c'est pas à la portée de tout le monde, mais en même temps, je pense qu'il y a ce côté rêve. Voilà, on vient voir des autos, on vient rêver. Et paradoxalement, dans le hall 3, on a une zone à moins de 25 000 euros. De véhicules à moins de 25 000 euros. Donc des Youngtimer, de la MGB, voilà, des véhicules de la Mini, des véhicules beaucoup plus populaires. Donc oui, par définition, il y a forcément un coût. Maintenant, en fonction du modèle de la marque qu'on va aller chercher, c'est ça aussi qui fait la passion, qui fait aussi l'intérêt de ce milieu. Je suis pas fan d'aller sur des concentrations monomodèles, monomarques. Moi, ce que j'aime, c'est d'aller sur des endroits où on va trouver une 2 chevaux à côté d'une 911, à côté d'une Jaguar, etc. Et donc, en fonction des modèles qu'on va choisir, en fonction de son budget, on peut, voilà, un collectionneur d'une 4L aujourd'hui, c'est un collectionneur d'une Porsche et un collectionneur. Voilà, c'est pas les mêmes véhicules, on n'a pas les mêmes utilisations, mais en fonction de son brief, de son critère, on va prendre un plaisir fou. J'ai aussi la chance d'être propriétaire d'une 2 chevaux. C'est exceptionnel. Voilà, quand on est en campagne le week-end, c'est à la fois un petit 4x4, c'est à la fois une décapotable, c'est à la fois une voiture de pique-nique parce que la banquette se déclipse en 30 secondes, vous la sortez, vous sortez le pique-nique en plein milieu de nulle part. Voilà, et donc le rapport prix-plaisir d'une 2 chevaux, je trouve, est par exemple exceptionnel. Toujours rêvé de conduire une 2 chevaux. Et ben, je te donne rendez-vous en Sologne. Avec grand plaisir, me le dis pas deux fois. Faire un essai. Non, 2 chevaux, je trouve ça vraiment, pour le coup, c'est vraiment une voiture mythique, quoi. Ça va être cool d'en avoir une dans son garage. Elle prend pas beaucoup de place en plus. Pas beaucoup de place, et puis voilà, on parlait tout à l'heure de pièces, c'est facilement disponible, ça s'entretient facilement, c'est un petit bicylindre on ne peut plus simple, voilà. Donc j'aime bien, souvent je parle d'un rapport prix-plaisir, et c'est vrai que on a la possibilité avec quelques véhicules d'avoir voilà, abordable, de trouver son compte. Et du coup, tu arrives à les faire rouler sans problème?
Alors, il faut aussi se mettre des limites. C'est sûr que je veux surtout pas tomber dans les travers de. J'ai quelques très bons amis qui se reconnaîtront d'ailleurs en écoutant ce que je vais dire, qui accumulent plus qu'ils ne collectionnent. Donc voilà, dès qu'il y a un truc qui passe, ils accumulent, voilà. C'est pas mon objectif. Je préfère me limiter à 6-7 voitures, qui est à peu près déjà, avec, si on compte 2 jours de week-end par mois, plus l'arrivée récente d'un petit bébé, etc. Bon voilà, j'ai un temps libre qui est limité. Donc c'est la limite que je me suis fixé, mais l'objectif c'est qu'elles roulent toutes. Voilà. Donc l'objectif aussi, quand on se fait une collection, logiquement, c'est qu'elle soit complémentaire, d'avoir des véhicules qui sont pas pour les mêmes usages. Donc voilà, c'est comme ça que je vis ma passion, en tout cas. Tu pars en vacances avec, t'arrives à faire des... Alors, je fais partie de ceux qui roulent. Pour le coup, il y a une étude en France de la FFVE, Fédération Française des Véhicules d'époque, qui explique qu'un véhicule de collection fait à peu près, en moyenne, je crois, 1100 km par an. Je pense que je fais partie de ceux qui sont plutôt dans la fourchette haute. C'est-à-dire que quasiment tous les étés, je me fais un road trip de 1500-2000 km, Corse, France. On rayonne en véhicule de collection. Alors, où c'est un petit van aménagé, je parlais tout à l'heure de l'estafette, ou alors on a aussi un petit cabriolet 304 Peugeot. Voilà, un petit 2 places, mais ça ronronne, ça roule super bien. Le coffre est étrangement assez grand, donc on peut mettre dedans une multitude de choses pour partir 15 jours sans problème. Donc oui, les autos, elles roulent, que ce soit le week-end ou en vacances, elles roulent constamment. T'as jamais eu de problème ? Ah bah si, évidemment. Évidemment. Non, mais ça fait partie du charme de l'ancienne, c'est qu'effectivement on va tomber en panne, mais 9 fois sur 10 c'est des pannes qu'on peut réparer soi-même, donc c'est ça qui est magique. Et puis il y a 1 fois sur 10 on peut pas réparer, mais bon on a pris l'assurance rapatriement et puis on rentre, voilà, ça fait partie dans tous les cas, faut être un minimum aventurier, un minimum, j'ai pas l'impression non plus que ce soit partir sur la Lune, mais voilà, faut être un peu aventurier, il faut avoir les quelques bases de mécanique, parce qu'une fois de plus, 9 fois sur 10, c'est un tout petit détail, un petit truc sur le carburateur, une petite fuite sur une durite, voilà, il faut savoir identifier pour réparer. Mais quasi exclusivement aussi, c'est ça qui est fascinant, c'est perso, moi, quasiment toutes les pannes que j'ai rencontrées sont transformées en bons souvenirs, parce qu'en fait, ça a été aussi prétexte à faire des rencontres. Et je me souviens, j'ai un souvenir d'un premier road trip que j'avais fait en 2 chevaux. J'avais en plus convaincu un couple d'amis de venir, donc 4 dans une 2 chevaux. Faut vraiment aimer ça. On part pour 15 jours de road trip, et je l'avais fait réviser en disant voilà, si je flingue mes vacances, c'est mon problème, mais si je flingue les vacances de mes potes, c'est un peu plus compliqué, donc je l'avais fait réviser. On sort de Paris, on fait 50 km, on explose le moteur. Voilà. Et du coup, soupe à la grimace, on dit ok, retour à l'envoyeur, on va se réserver 2 billets et puis on va partir je ne sais où. Et au final, je rentre dans un garage, il me dit je peux pas vous aider, mais j'ai un magazine qui est là, qui recense les points de chute, ils appellent ça les points de chute. Donc en fait, c'est des bénévoles qui, pendant les vacances, bénévolement, acceptent de vous dépanner si vous ne tombez pas dans un véhicule de collection. Regardez, peut-être que je regarde, coup de bol, il y en avait un à 30 km, je l'appelle Michel. Bonjour Michel, c'est Romain, on se connaît pas, machin. Ouais, venez, pas de problème. Ouais, mais la voiture, j'ai un plateau, donc voilà, toc, on ramène la voiture dans son garage. Il ouvre les portes du garage, et là, une fois de plus, il avait 30 ou 40 voitures, des rayonnages remplis de pièces, etc. Et je lui dis, mais bon, le problème, c'est que là, le moteur, à mon avis, il est secoué. Attends, pas de problème, viens avec moi. Il m'emmène, et je vous promets que c'est vrai, il avait un rayon, il avait 4 moteurs de 2 chevaux qui étaient prêts. Non. Tu veux lequel ? Je lui dis, tu plaisantes ? Tu veux lequel ? Je lui dis, celui qui est... vas-y, hop, toc. Et donc, 24 heures après, il m'a trouvé un mécano. Je lui ai acheté une misère. Okay. Vraiment, le prix que peut-être ça lui avait coûté de le réviser. Il m'a trouvé un mécano, il l'a remis dedans. Donc, 24 heures après, on est reparti. Sachant qu'entre deux, il m'avait donné... il me connaissait pas, il m'avait laissé les clés de sa BMW en me disant, bon, vous n'allez pas rester là à tourner en rond, allez vous promener, visiter les alentours. Toc, tiens, je te prête mes clés. Il ne savait pas comment je m'appelais, rien de tout ça, donc voilà. Super souvenir. C'est trop bien, ça. Et c'est devenu un ami depuis. Communauté de passionnés. Exactement. Ouais, voilà. Tes amis ont dû passer une aventure, quoi. Et au final, on a tous vécu une aventure. On garde un super souvenir. Et puis le fameux Michel, je l'ai rencontré il y a 10 ans. Et puis on est toujours en contact. Et d'ailleurs, c'est un visiteur régulier de Rétromobile, donc je vais le revoir le mois prochain sur le salon. T'as fait le Dakar, Romain, toi ? Oui, j'ai eu
Dans mon histoire de famille, en fait, donc je parlais de mon papa qui nous a quittés, mais qui était effectivement passionné automobile et qui avait eu la chance, lui, de vivre les années 80, 90. Le début. À l'époque où, une épreuve extraordinaire emmenée par un type qui s'appelait Thierry Sabine se lançait. Et un petit peu après, il avait eu la chance aussi de courir en super tourisme en France, sur le championnat de France super tourisme. Donc moi, j'ai vraiment grandi dans cette atmosphère. Et puis bon, il nous a quittés. Et puis vraiment, j'ai été bercé étant jeune par ces images du Dakar. Et j'ai toujours trouvé ça fascinant. Et j'ai toujours trouvé que dans ma passion pour le sport auto, en fait, que c'était l'épreuve la plus complète, parce qu'elle rejoignait deux de mes centres d'intérêt. Le premier qui est évidemment la compétition, le véhicule, la puissance, la course, etc. Et deuxièmement, mon goût du voyage et pour l'aventure. Vraiment, le Dakar, c'est une compétition road trip finalement. Ouais. Donc toujours été fasciné, et je m'étais toujours dit un jour, peut-être que j'aurai les moyens, peut-être que j'aurai l'opportunité. J'ai mis un premier pied dedans chez Motul en tant que partenaire. Donc j'ai eu la chance de faire quelques Dakar en tant qu'assistance partenaire. Donc déjà c'était une belle façon de réaliser mon rêve. Et puis plus récemment, ils ont annoncé il y a quelques années la création du Dakar classique. Et là je me suis dit, en fait, j'ai mon histoire de famille. Mon père a participé à 3 reprises, il a toujours abandonné, il y avait ce goût un peu d'inachevé dans la famille, dont une édition, il avait participé qu'à un Lada Niva. J'avais le Lada, on l'avait à la maison, mais il avait disparu. Je m'étais lancé en 2008 le défi de faire une réplique, mais au boulon près. Vraiment, je vous mets les 2 photos à côté, je vous lance le défi de les reconnaître. Boulon près, donc vraiment l'intérieur de la voiture. Exactement, j'avais fait une réplique complète de son véhicule, j'avais retrouvé tous les équipements d'époque, la peinture, les sponsors, tout ça. Et donc j'avais cette voiture au fond du garage et je me suis dit en 2021 à Lego, je vais absolument le faire, on s'engage en Dakar classique. J'avais à la base imaginé faire ça avec mon meilleur pote Hugo, et puis finalement plus j'avance dans mon projet, ma compagne Constance me dit en fait moi ça me dit bien aussi. Je dis banco, donc on l'a fait en couple tous les deux. Alors je vous cache pas que je pense qu'un premier test de couple il y a vivre ensemble, en deuxième test de couple il y a être confinés ensemble, et je pense que le test ultime c'est vraiment de faire un Dakar, et tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé, honnêtement, il n'y a pas eu de prise de tête, un petit accrochage ou deux sur des bifurcations qu'on avait loupées, mais rien de bien méchant, et voilà, donc c'était exceptionnel. Donc janvier 2022 en Arabie Saoudite, 10 000 km, on avait passé 1 an à préparer l'auto avec des très belles rencontres aussi, une fois de plus. C'est ça qui est vraiment fascinant, c'est aussi la capacité dans le milieu du véhicule de collection, et bon, certainement dans d'autres passions aussi, mais je les maîtrise moins, mais cette capacité à fédérer des gens, à faire des rencontres, etc. Et on avait une équipe de bénévoles, je pense à la famille Cagnac, je pense à Christophe, je pense à une multitude de personnes comme ça, qui tout de suite se sont jetés corps et âme bénévolement, 100% de leur temps libre dans le projet pour préparer l'auto, pour nous accompagner, etc. Et ce qui fait que sur place, en fait, on a eu quelques pétouilles, mais en fait, on a vécu une épreuve extraordinaire, on n'a pas eu de panne majeure, on a pu rallier l'arrivée. Et donc, jour pour jour, 40 ans plus tard, on a pu terminer ce qu'avait entamé mon père. Ça, c'est beau. Hein. Voilà. Ah, j'adore ce genre d'histoire. Tu fais comment quand tu tombes en panne sur le Dakar avec une voiture de collection ? Tu fais comment ? Alors, logiquement, ce qui était mon cas, et ce que je conseille de faire si quelqu'un veut se lancer dans l'aventure, tu participes à la restauration du véhicule. Voilà, c'est-à-dire que plutôt que c'est tentant de l'emmener dans un garage, bon après il faut quand même avoir le budget, et de leur dire voilà, vous me faites ci, ça et ça, et je la récupère, je tourne la clé, je m'en vais, mais le problème c'est que tu connais pas ton auto. Et du coup, c'est valable pour un Dakar, mais c'est valable aussi pour un road trip où que ce soit. Bon, à la condition près que si tu tombes en panne en France, tu appelles un dépanneur, c'est simple. Dans le désert, c'est un peu compliqué. Et du coup, on n'a pas eu de grosse panne, mais on a eu quelques petites interventions. Et en fait, j'étais content de connaître l'auto. J'étais content aussi, il faut absolument avoir un petit stock de secours. Ouais. Et ça, une fois de plus, la règle s'applique aussi quand on fait un road trip en ancienne. Il faut toujours avoir une bobine, toujours avoir un condensateur, toujours avoir 2-3
pièces, un petit bout de durite, toujours avoir de quoi dépanner, des réalisants, des choses comme ça. Du coup, toutes les pannes, on a été capable de réparer. Il y a juste, on a eu des soucis avec les amortisseurs où en fait le terrain était tellement dur qu'on arrachait les amortisseurs à l'avant. Et là, pour le coup, si t'as pas de poste à souder, ce qui n'était pas mon cas, dans le désert, t'es un peu embêté. Donc il y a eu une ou deux étapes où on est rentré au ralenti. Ouais. Donc voilà, on a réussi à chaque fois à ramener l'auto dans le bivouac. Dans le bivouac, après, on avait deux mécanos qui étaient là, Christophe et Rémi, que je salue, qui ont passé une bonne partie de la nuit à souder pour réparer tout ça. Et puis le lendemain, ça repartait. Et là, du coup, tu avais un GPS dedans quand même ou... Alors, comment tu faisais? L'époque du Dakar où... anecdote. J'ai beaucoup d'anecdotes, pardon. Mais, moi aussi, t'inquiète. Voilà. Anecdote, en fait, c'est que quand mon père a eu la chance de faire le Dakar, et ça m'était raconté par ma grand-mère, il y a une édition où il s'est perdu, enfin il tombe en panne. Et vous avez ce qu'on appelle en fin de course, il y a ce qu'on appelle la voiture balai, qui est un camion qui ferme la piste et qui est là pour aider ceux qui sont en panne, etc. Et puis logiquement, le camion balai peut potentiellement prendre les motos ou les quads, où il a une capacité qui est limitée à la taille d'un camion, mais il peut aussi charger le véhicule, et puis voilà, enfin, camion balai. Et du coup, le camion balai passe, mon père est en panne, comme il est en panne, il a essayé de trouver de l'aide dans un village, il s'est éloigné de la piste, le camion balai passe, ne le voit pas, il rentre au bivouac, etc. Et à l'époque, donc on est dans les années 80, début des années 80, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas de GPS, il n'y a rien de tout ça. Et du coup, la seule solution pour avoir des nouvelles quand on est en France d'un concurrent, c'est d'appeler ce qu'on appelle le PC course, c'est un numéro qui est en France, voilà, ma grand-mère appelle, bonjour, j'aurai des nouvelles de mon fils, etc. Ok, très bien. Écoutez, il n'est pas arrivé, rappelez dans 1 heure. Bon, ok, rappelle dans 1 heure. Non, il n'est pas arrivé au bivouac, rappelez dans 1 heure. Bon, ça dure comme ça jusqu'à tard dans la nuit. Et écoutez, là, maintenant, il n'est pas arrivé maintenant, rappelez demain matin. Bon, rappelle demain matin, non, il n'est pas arrivé, mais le camion balai est arrivé, donc on est désolé, mais il est officiellement porté disparu. Voilà. Okay. Bon, donc c'était un peu l'ambiance dans les années 80. Ouais. Donc après, on s'imagine beaucoup de choses. On se souvient de Thierry Sabine, l'organisateur du Dakar, qui s'est perdu et qui a été retrouvé in extremis, mourant. Mais avant le Dakar, du coup. Avant, voilà, de l'année ou 2 ans avant la création du Dakar. Nice-Abidjan, c'est ça? Exactement. Ah, donc voilà, il se paume avec sa moto et voilà, il est perdu. Heureusement, le pilote d'avion s'acharne et il le retrouve quelques heures avant peut-être qu'il puisse décéder. Bon, bref. Donc, porté disparu. Et voilà, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout de moyens de retrouver. Alors, par chance, il était en bonne santé. Par chance, il était juste dans un village. Il a réussi à bricoler une réparation de fortune. Il est reparti. Et donc, l'histoire se termine bien. On est dans les années 80. En 2022, autant vous dire que la situation n'est plus tout la même. On a une espèce de tablette roadbook qui nous donne déjà les indications comme un roadbook. Voilà. Et puis ensuite de ça, si vraiment on s'éloigne trop de la trace, quoi qu'il arrive, il y a déjà des premières alertes qui nous disent bon là vous êtes dans les choux, ça sert à rien de continuer. Donc ça permet de ne pas faire 50 ou 100 bornes à l'ouest. Et puis ensuite, il y a aussi un boîtier sécurité en cas d'alerte. On a, je sais plus, balise, bouton vert, voilà, bouton rouge, bouton vert, je sais plus quoi. On appuie dessus. On est directement relié au PC course. Et d'ailleurs, quelquefois, le boîtier s'enclenche automatiquement quand on s'arrête trop brusquement. Et je me souviens m'être arrêté parce qu'on avait une suspicion de panne. J'ai freiné un peu fort. Je me suis arrêté. La balise a détecté qu'il y avait eu ce que la balise aurait pu penser être un accrochage, un accident. Tout de suite, ça a appelé. Et on était en plein milieu du désert. Et d'un seul coup, vous avez quelqu'un qui dit allô, est-ce que ça va et tout. Et là, qu'est-ce qui se passe? Oui, parce qu'elle se déclenche s'il y a un choc, j'imagine. Voilà, elle se déclenche s'il y a un ralentissement trop brusque de la vitesse. Et ce qui est notamment essentiel, la population à risque sur le Dakar, c'est surtout les motards. Les motards, ils sont à 150, une chute, effectivement. Donc là, effectivement, la balise appelle tout de suite les secours. Ou le motard est capable de dire je vais bien, ou alors s'il n'y a pas de réponse, ils envoient les secours, hélicoptères, etc. Donc la Daniva, elle en est sortie... en bon état? Oui, elle est sortie en très très bon état. Elle est d'ailleurs toujours au moment où je parle chez les mécanos qui lui font une petite révision, une petite cure de jouvence parce qu'elle fera partie des véhicules qui sera exposé à Rétromobile cette année dans le cadre d'une exposition. Alors je dévoile, mais on va faire une exposition sur le thème du Dakar. On aura 5 expositions officielles, dont une sur le thème du Dakar. Tous les ans, on essaye d'avoir une exposition sur le thème de la compétition automobile parce qu'une fois de plus, il y a de la passion, des histoires à raconter. Donc cette année, l'an passé c'était Le Mans, cette année c'est le Dakar. On aura 10 véhicules emblématiques, sans dévoiler tous les secrets, mais on aura une 405 Grand Raid, on aura une Peugeot 959,
Porsche 959, excusez-moi, Peugeot 405, et puis on aura après quelques autos qu'on a retrouvées, limite sorties de grange, des trucs assez fascinants. Et au milieu de tout ça, il y aura mon petit Lada Niva qui, au-delà du côté affectif que je lui porte, incarne, je trouve, la philosophie des premiers Dakar. Et d'ailleurs, Thierry Sabine disait, le Dakar, c'est une compétition pour les amateurs, où les professionnels sont admis. Après, l'histoire montre que ça s'est inversé. C'est une compétition professionnelle où les amateurs étaient... voilà. Et mon père partait avec un Lada Niva sur lequel il avait bricolé 3 trucs. Enfin, c'était une compétition extrêmement abordable. Et donc, je trouve qu'il incarne cette philosophie du Dakar du début des années 80. Avant de te demander si c'est ta voiture préférée, je précise juste qu'on a du bruit, autour de nous parce qu'on est dans un garage en fait. Dans une concession. Dans une concession, donc forcément, on a ce décor, mais on a un peu de bruit. Je le dis pour les gens qui nous regardent, les gens qui nous écoutent, forcément, on a un petit peu de bruit. On est désolé pour ça, mais ça fait partie du jeu. Du coup, est-ce que c'est ta voiture préférée, la Niva, parmi celles que tu as? Bon, c'est difficile d'être le directeur de Rétromobile et de dire que ma voiture préférée est un Lada Niva, honnêtement. Non, en tout cas la tienne pour... Oui, bien sûr, bien sûr. Ça reste un Lada Niva. Mais effectivement, ce qui est magique dans tout ça, c'est qu'en fait, la valeur du véhicule, il y a une valeur financière, mais il y a aussi la valeur qu'on lui porte. Et très souvent, je croise des propriétaires de 4L, de... coccinelles, des staffettes, enfin de véhicules vraiment populaires qui sont attachés à un point extraordinaire à leurs autos, simplement parce qu'en fait c'est des autos de famille qui appartenaient au grand-père ou au père, etc. Et ils ont un attachement, et je suis sûr que si on leur disait demain, si on leur proposait 4 ou 5 fois le prix de la voiture, ils refuseraient, parce que il y a une valeur sentimentale qui est très forte. Et donc moi c'est mon cas, effectivement, ce Lada, c'est le souvenir de mon père. J'ai les photos noir et blanc de sa première participation, donc effectivement c'est potentiellement le dernier véhicule que j'irai vendre, d'autant plus que je l'ai restauré, j'ai passé des milliers d'heures dessus, etc. Après en soi, j'ai vraiment pas cette petite collection pour spéculer. Voilà, si je l'ai, c'est parce que je dis pas si un jour il y a un pépin, j'ai besoin d'en vendre, ça fait toujours un petit peu de cash, mais c'est vraiment pas ça l'objectif. Donc je suis attaché à toutes mes autos, mais effectivement la valeur sentimentale du Lada est un peu différente. Ça a presque pas de valeur en fait. Tu m'as dit une phrase quand on s'est parlé avant aujourd'hui. Tu m'as dit ça peut valoir 1 million d'euros dans ta tête. Ouais, c'est ce que j'appelle la valeur sentimentale. Ouais. La valeur sentimentale. L'auto, elle a une histoire, pour peu qu'elle soit liée à une histoire de famille. Ça rajoute un bonus émotionnel. Donc après, on lui donne la valeur qu'on veut, mais effectivement, c'est très commun de croiser des collectionneurs qui ont des autos et qui seraient incapables de les vendre, même si on offrait un montant fou. Ton meilleur souvenir avec ta voiture, avec une de tes voitures en tout cas, est-ce que ça serait le Dakar du coup ? Avec une de tes voitures que tu as restaurée. C'est évidemment le Dakar par rapport à tout ce que... Enfin, je veux dire, on peut difficilement faire un meilleur condensé d'émotions qu'un Dakar en 10 000 km, avec ma compagne en plus, mon histoire familiale, l'Arabie Saoudite, les paysages à couper le souffle, on peut difficilement faire mieux. Maintenant, avec ma 2 chevaux, c'est pareil. J'ai aussi j'ai eu la chance de marier ma sœur avec. Enfin, j'ai une multitude pareille de souvenirs avec mes autos qui font que ça les rend uniques. Et c'est fou, je trouve, le fait qu'elle soit aussi présente dans ta vie, c'est quand même fou. Le fait que tu l'aies fait avec ta compagne aussi, c'est marrant, je trouve. Je vais y réfléchir. C'est une idée. Pour tester. Pour 2024, ça va être short, mais pour 2025, si tu veux tester ton couple. Acquisition d'une petite voiture de collection, on y va. Non, je peux pas encore. Et on ne le fera pas avec. Mais un conseil commence avec mes voitures de 1,43e. Donc. Un conseil commence par un road trip en France déjà pour tester le couple avant de partir 3 semaines. On va y réfléchir. On va parler un peu de rétromobile du coup. Oui. Moi j'ai un souvenir à rétromobile. C'est la première fois que j'y étais, personnellement. On en a déjà parlé. En fait, j'y suis allé avec mon père et avec une amie qui travaillait pour Peter Auto à l'époque, Thaïs. Et en fait, je m'attendais à rien en y allant, parce que c'était la première fois, et puis je sais pas, j'étais en stage à la FIA à l'époque. Et en fait, j'ai pris une gifle, tu vois. Genre, je m'attendais au mondial de l'auto, tu vois, je m'attendais au salon de l'auto. Et pas du tout. C'est-à-dire que, c'est pas pour dénigrer le salon de l'auto, mais c'est vrai que je trouve que ça te marque plus de par ce que tu prends dans la tronche, en fait, quand tu y vas. Parce que tu t'attends pas à voir des voitures aussi
incroyables, parfois immenses, tu vois, de l'époque. Et je trouve ça vraiment cool qu'on puisse parler aujourd'hui parce que moi j'essaie d'y aller chaque année à Rétromobile parce que justement je trouve que tu t'apprends des choses de par ce qui est présenté et c'est vraiment un truc en tant que passionné de sport automobile je pense que tout le monde devrait faire, tu vois, d'aller voir parce que il y a le passé, présent, futur, en fait ces voitures elles sont intemporelles totalement. Et du coup, je voulais voir avec toi, bon, on va en parler, parce que toi, tu es le directeur, on va parler de cette édition 2024, tout ça. Mais avant de commencer, j'aimerais que si tu peux, me donnes la définition d'une voiture d'époque, voiture de collection. C'est quoi la meilleure appellation, voiture d'époque, voiture de collection ? Moi, je préfère voiture de collection. Je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour aborder le sujet de rétromobile parce qu'en fait, quand on est dans le milieu du véhicule de collection depuis de nombreuses années, ça paraît évident, mais effectivement, je suis quelquefois confronté à la question. Les vieux véhicules. C'est la première distinction qu'il faut faire en fait. Un vieux véhicule n'est pas forcément un véhicule de collection. La loi française dit, et notamment donc, sous couvert de la FFVE, Fédération française de véhicules d'époque, dit un véhicule de collection, c'est un véhicule qui a plus de 30 ans. Voilà, donc déjà il doit avoir 30 ans. Ensuite, il y a un statut qui peut être différent en fonction de la carte grise, où je déclare mon véhicule en véhicule de carte grise collection, auquel cas il a vraiment un statut collection, et je vais en parler après, il a du coup des droits qui sont un peu différents, ou alors il a une carte grise normale, et auquel cas il est affilié au régime normal, et auquel cas les mêmes règles que l'intégralité des autres véhicules s'appliquent. Par exemple, tu peux rouler dans Paris avec un véhicule de collection. Alors, avec un véhicule de collection, justement, il y a une dérogation qui a été négociée par la FFVE qui a expliqué justement au gouvernement, au pouvoir public, etc., qu'avec une enquête à la clé, des chiffres, que le véhicule de collection, en fait, comme c'est un véhicule qui n'est pas un véhicule quotidien, un véhicule loisir, et qui fait très peu de kilomètres, on en parlait tout à l'heure, 1100 km par an, en fait, quand on regarde à l'échelle du pays, les émissions sont extrêmement limitées. D'accord. Voilà. Donc, à partir de ces éléments-là, ils ont réussi à négocier une dérogation qui fait que dans les ZFE, zones à faible émission, un véhicule de collection peut rouler à condition d'avoir donc 30 ans, mais d'avoir une carte grise de collection. Et à condition aussi que ce ne soit pas un usage régulier, quotidien, professionnel. C'est-à-dire que si vous vous dites, je vais faire mon trajet tous les jours avec mon véhicule de collection, auquel cas, c'est plus un usage loisir, c'est un usage professionnel. Et là, auquel cas, en même temps, j'ignore comment ils peuvent contrôler, mais en même temps, c'est effectivement, c'est en dehors des clous. D'accord. Voilà. Ok. Du coup, bonne définition. Pour commencer, c'est parfait parce que moi personnellement, avant qu'on se rencontre, avant qu'on en parle, je me suis renseigné sur Internet bien évidemment et j'ai été à Rétromobile, mais j'avais pas la définition exacte de ce qu'est une voiture de collection. Voilà, ça c'est un véhicule de collection. Et après, la question, c'est de se dire, oui, aujourd'hui, il y a des Twingo, les Golf, les Clio qui ont plus de 30 ans. Est-ce qu'elles sont toutes, est-ce qu'elles sont véhicules de collection ? Oui et non, en fait. Une Clio Williams qui a été bien entretenue, évidemment que ça devient un collector. Ouais. Une Golf GTI, évidemment aussi. Maintenant, est-ce qu'on va accepter une Clio épave diesel toute déglinguée ? Non. Voilà. Donc ça pose une multitude de questions aussi auprès de la FFVE, auprès des pouvoirs publics, pour pouvoir adapter aussi cette règle dans le temps. Il y a des choix qui vont devoir être pris, parce qu'effectivement, tous les ans, par définition, on a un parc d'auto qui passe la barre des 30 ans, et donc on n'est pas à l'abri dans les années futures de voir un changement sur ces règles. Du coup, Rétromobile, pour toi, avant que tu l'intègres, c'est quoi ? Alors, très bonne question. En fait, avant d'endosser ce costume de directeur il y a 14 mois, effectivement, j'ai eu la chance de participer à une dizaine d'éditions de Rétromobile. Et d'ailleurs, j'ai participé en tant que visiteur, j'ai participé en tant que partenaire de par mes précédentes fonctions chez Motul. Et j'ai participé en tant qu'exposant quand j'étais chez Luc Alphonse, on avait pris un stand sur une édition. Donc, effectivement, avant d'arriver, c'était pas la découverte totale. Je connaissais déjà le salon. Et pour moi, c'était... y a une magie qui s'opère à Rétromobile, honnêtement. Et là, j'essaye d'enlever mon costume de directeur et de parler uniquement en tant que passionné. Je trouve qu'il y a une magie qui s'opère. On est dans Paris. On est début février, donc c'est-à-dire qu'on est à une période de l'année où logiquement on est un peu assoiffé de passion automobile. Ça caille. On a eu quelques éditions où il neige, etc.
Donc on est à des années-lumière de parler de road trip, il se passe rien sur la planète sport mécanique, à part le Dakar qui a eu lieu en janvier, mais ça c'est un peu un ovni sur la planète de la compétition mécanique. Donc voilà, on est dans un contexte déjà où on est en manque. Voilà. Et puis Rétromobile, avec toute sa magie, arrive à Paris, porte de Versailles, un peu plus de 70 000 m², 3 halls, et on voit des choses absolument exceptionnelles. Et je dis souvent, si Rétromobile n'existait pas, il faudrait, un peu comme Passepartout, avoir un trousseau de clés pour pouvoir accéder à des centaines de collections privées ou des musées pour pouvoir voir ce qui est exposé à Rétromobile. On voit des choses exceptionnelles. Et c'est vrai qu'on développe le salon, on est sur une bonne croissance. Pardon, là j'ai passé, donc j'ai repris mon rôle de directeur. Mais on est très vigilant à ne pas aller chercher juste de la surface, en fait. On veut, si le salon grandit, très bien. Mais surtout, ce qu'on veut, c'est vraiment de la qualité. Et donc, dès qu'on travaille avec des exposants ou dès qu'on travaille sur leurs propres expositions, on n'y va que si, on injecte de la passion, et on n'y va que si on est capable d'avoir les plus belles autos sur le thème qu'on a retenu. Tu l'as dit, 70 000 m², c'est ça ? Oui. C'est un énorme événement. Est-ce que tu peux nous parler du challenge que c'est d'organiser un événement de cette échelle-là à Paris ? Oui, c'est un vrai challenge. Après, la chance qu'on a, c'est que Rétromobile appartient à une entreprise, à un groupe qui s'appelle Comexposium, un groupe français qui est spécialisé dans les salons, et notamment on organise Rétromobile, donc 70 000 m², 3 halls, et on va viser cette année un peu plus de 130 000 visiteurs, donc c'est pour donner un peu les chiffres clés. Ouais. Et on organise aussi des salons comme Paris Games Week, Foire de Paris, ou encore le Salon de l'Agriculture. Donc en fait, l'entreprise est capable de dimensionner des événements comme le Salon de l'Agriculture, où c'est plus long, c'est de mémoire 600 et quelques mille visiteurs. Donc en fait, il y a un Français sur 100 qui va au Salon de l'Agriculture. C'est quand même assez dingue. Et c'est 3 fois ou 4 fois plus de halls qui sont occupés par le... Voilà. Donc il y a cette capacité vraiment dans l'entreprise de maîtriser ce genre de défi. Et voilà, je trouve que vraiment la force déjà à la base, c'est que l'entreprise ne fait pas 50 métiers, mais elle est vraiment spécialisée sur un cœur de métier qui est l'organisation de salons. Donc ça, moi quand je suis arrivé il y a 1 an, 14 mois, c'était vraiment, je me suis senti vraiment emmené avec toute cette compétence. Et ensuite, c'est un défi de fédérer les exposants, parce qu'en fait c'est comme si on montait un cirque ou un circuit. Il y a un spectacle entre guillemets, mais le spectacle, on en maîtrise une partie, c'est nos expositions officielles, et le reste c'est le contenu qu'apportent les exposants. Donc on a passé toute l'année sur les routes avec l'équipe pour aller à la rencontre des clients. Quels qu'ils soient, on a passé autant d'efforts, voire même des fois plus d'efforts sur des petits que sur des gros, parce que les gros voient bien l'intérêt d'être là, parce que leurs clients sont là, ils ramènent de très belles autos, et ils savent très bien qu'ils vont les vendre. S'il y a bien un endroit, ils vont vendre des autos chères et prestigieuses, c'est Rétromobile. Ce qui est plus compliqué pour des vendeurs de pièces, parce que venir à Paris a un coût, la participation au salon a un coût. Donc on a passé beaucoup de temps sur tous ces acteurs, mais c'est ce qu'on appelle l'offre. C'est-à-dire qu'un salon, si on n'a que des Ferrari, à un moment donné, tu vas dire, bon ok, j'ai vu 200 fois la même, ça ne m'intéresse pas. Sur le salon, la magie, et je reviens à cette magie, c'est d'avoir de l'avant-guerre, de l'après-guerre, des choses exceptionnelles, des choses un peu plus populaires, abordables, où on se dit, tiens, limite, là, je pourrais casser ma là, je pourrais me le payer. Et puis, on a cette vente aux enchères qui apporte toujours, par Arturial, qui apporte toujours son folklore le vendredi et le samedi. Nouveauté cette année, une zone moto. Donc, on est parti de zéro sur la moto, honnêtement. Historiquement, on montait une petite expo avec 15 motos au point barre. Et là, on s'est dit, on va un projet plus ambitieux. Pourquoi ? Parce que beaucoup de nos visiteurs nous racontent qu'ils ont des collections qui sont doubles, en fait, qui sont auto et moto. Donc, on pense que on nous réclame de la moto, on pense qu'il y a quelque chose à faire. Et donc on a créé une zone de 2000 m², et en l'espace de quelques semaines, on l'a entièrement commercialisé avec le soutien en année 1 de 6 constructeurs, Harley-Davidson, Yamaha, Triumph, Ducati, BMW, Indian Motorcycle. Donc on va avoir, c'est un peu nos têtes d'affiche en fait, c'est que sur un salon, comme quand on va voir un Grand Prix ou un match de foot, en fait, on a tous envie de voir Mbappé et Messi. Et bien sur un salon, c'est pareil, il faut des têtes d'affiche. Donc voilà, tous les challenges sont multiples. Le premier, c'est évidemment d'avoir l'offre, d'avoir les exposants. Et après, il y a aussi
le challenge de faire venir le visiteur, et ça c'est toute la partie communication. Ouais. Et du coup on travaille beaucoup sur expliquer le contenu, sur innover, sur renouveler aussi le visitorat, c'est-à-dire que c'est sûr que les autos vieillissent, les humains aussi, et on a une multitude d'actions pour avoir aussi attiré un visitorat plus jeune qui, je pense que la passion automobile va perdurer. Mais elle évolue. Ouais. Et du coup, c'est à nous de nous remettre en question et de nous dire est-ce que une avant-guerre, une Delahaye, une Delage sont des autos fantastiques, mais qui font peut-être plus rêver tout à fait la nouvelle génération. En tout cas, ils n'ont pas encore cette culture. Et pour acquérir cette culture, il faut déjà les faire venir sur le salon. Et c'est dans cette optique qu'on a créé, par exemple, en janvier 2023, pour la première fois, on a fait une exposition Van Life sur ce thème un peu populaire en ce moment, des jeunes qui restaurent des vannes, etc., avec des petits budgets. Au départ, on nous a dit oh là là, c'est bizarre votre truc, est-ce que c'est dans l'ADN du salon ? On a dit ouais, parce qu'en fait, ça va attirer des jeunes. On va un peu démocratiser tout ça, et finalement, on a eu beaucoup de succès. Et je suis persuadé aussi qu'une fois qu'on rentre dans cette passion, on n'est pas à l'abri quelques années plus tard d'aller sur des autos des années 70, 60 et peut-être même après aller sur de l'avant-garde. Mais carrément, il y a plein de gens qui font de la restauration de vannes. C'est pas forcément des vannes de collection, mais déjà il y a cette espèce de fibre de restaurer quelque chose et de se mettre dedans, de partir en vacances, comme toi tu le fais d'ailleurs en fait. Tout à fait. On en revient toujours au plaisir de rouler, on en vient toujours au plaisir de détenir un véhicule à 4 roues, de l'entretenir, de mécaniquer. Et en plus de ça, sur la partie van life, il y a vraiment un côté aventurier. Il y a un côté, surtout après toutes ces périodes de confinement, etc. Je pense qu'on a tous autant qu'on est, on a eu une envie folle de grands espaces, de s'affranchir des contraintes, de vraiment partir à l'aventure. Ce qui est fantastique en road trip, que ce soit en van ou en véhicule de collection, ou même en véhicule tout court, mais c'est vrai que je trouve que ça a plus de charme en véhicule de collection, c'est ce côté, j'ai pas de rendez-vous, j'ai pas de réservation. C'est-à-dire que tu roules, à un moment donné, tu arrives à un panneau avec une intersection, tu t'étais dit un quart d'heure avant, je vais prendre direction Tours, puis tu vois un panneau qui te dit il y a tel château ou tel monument ou tel truc, puis tu bifurques et puis après tu tombes sur un petit troquet. C'est ça que je trouve ça fascinant. Toute notre vie est organisée. On avait rendez-vous ce matin ici à 9h chez Charles Pozzi. Donc voilà, t'étais un petit peu en retard, mais c'est pas de ta faute. Voilà, on mettra ça sur le dos des taxis parisiens. On a tous des rendez-vous. Et en vacances, moi personnellement, j'adore enlever la montre et juste me laisser bercer et sans me dire ce soir il faut que je fasse 200 km de plus parce que j'ai pris une résa à tel hôtel. Non, en fait je me laisse porter. Je trouve une chambre d'hôte ou sinon au pire j'ai une tente dans le coffre, et en France on trouve des campings partout et voilà, on se laisse porter. Encore plus de plaisir quand c'est avec un véhicule que tu as restauré. Bien sûr. Juste pour revenir un peu sur les exposants de Rétromobile, est-ce que tu dois aller les chercher ? Est-ce qu'ils viennent d'eux-mêmes ? Est-ce que tu as des candidatures ? Comment ça se passe exactement ? Il y a les deux. On a un site web effectivement avec une rubrique visiteur et une rubrique exposant. Donc on a des demandes de devis en ligne. Donc là effectivement c'est à nous de les saisir. On a j'étais assez étonné, mais même assez tardivement dans le process. C'est-à-dire qu'encore maintenant, là on est à 5-6 semaines du salon, on a encore des fois des appels. J'en ai eu un hier. Bonjour, je voudrais vous prendre un stand. Est-ce que c'est possible ? On a l'impression que la commercialisation est terminée, mais en fait elle est véritablement, elle se termine limite une semaine avant le salon. Alors c'est sûr qu'une semaine avant on va difficilement vendre des stands de 500 mètres carrés, mais c'est plutôt des petits stands plutôt clés en main. Donc on a les deux, on est approché et après on fait un gros travail aussi de prospection. Cette année on a 2 commerciaux à plein temps. On était sur tous les salons, tous les autres salons, sur toutes les épreuves. On est au Mans Classique, au Tour Auto, on s'est montré, on a offert l'apéritif. Enfin voilà, c'est un milieu de relationnel, de passionnés. Ça se traite pas derrière un écran. L'écran, les emails, ils servent à entretenir la relation entre 2 rendez-vous, mais ces rendez-vous doivent impérativement avoir lieu. Donc voilà, et effectivement, si on a une croissance à 2 chiffres cette année, c'est lié au fait qu'on a été au contact, on a été démarché de nouveaux exposants, et la chance qu'on a, c'est que de toute l'année, j'ai pas souvenir qu'on a eu besoin une seule fois de sortir une plaquette. C'est-à-dire que quand on arrive dans notre milieu, le milieu du véhicule de collection, quand on dit rétromobile, on n'a pas besoin de se justifier, on n'a pas besoin de dire qui on est, on n'a pas besoin d'expliquer.
L'événement est connu, le positionnement est connu, et voilà, on s'affranchit de l'étape qui consiste à expliquer bonjour, vous connaissez Rétromobile, ah non, alors voilà, c'est un salon. Pas besoin de prospecter exactement. Ça c'est bien ça. C'est dur de prospecter. T'as les meilleurs collectionneurs du monde cette année en plus. Ouais, on a. Je parlais de l'offre et de la demande. En fait, le salon n'est ni plus ni moins que le reflet de l'industrie dans lequel il opère. Alors, l'agriculture pour le salon de l'agriculture, le véhicule de collection pour être mobile, etc. Et du coup, un salon ne fonctionne que si on est capable d'apporter la bonne demande, enfin de faire matcher l'offre et la demande. On a Rétromobile, c'est le seul salon où on a les plus grands marchands européens, qui sont principalement suisses, un petit peu de français, mais surtout beaucoup d'anglais, qui viennent. Je pense notamment, alors pour rester sur le thème des Ferrari, je pense à des Max Girardeau, notamment, qui fait beaucoup de Ferrari. On a Kidston en Suisse, on a la chance d'avoir aussi Fisken, Lucas Uni aussi en Suisse, donc voilà, c'est quelques exemples, et j'espère que les autres m'en voudront pas, parce qu'il y a beaucoup d'autres acteurs qui sont là, mais je pourrais pas citer les 150, mais voilà, c'est un panel, les noms que je viens de citer, c'est quelques très grands exposants. Ils tous rapportent des autos au-delà du million d'euros. Et du coup, nous, Rétromobile, on est un des rares événements où les collectionneurs internationaux font le déplacement depuis l'étranger. Voilà, je discute quasi quotidiennement avec des Américains notamment, qui se mettent dans l'agenda, qui viennent à Rétromobile pour acheter des autos. Et donc cette année, on a été un peu plus loin. On va pas se contenter de les faire venir, on va les accueillir dans les meilleures conditions. On a créé le Cercle Rétromobile, qui est un programme pour ces grands collectionneurs. De vous à moi, pour faire partie de ce programme, il faut avoir une collection et avoir à minima 10 millions d'euros de collection de véhicules. C'est la barre qu'on s'est fixée. Mais même si je viens de donner un chiffre qui peut paraître démesuré, fou, ostentatoire, ce qui est fou, c'est que la quasi-totalité de ces collectionneurs que j'ai la chance de rencontrer, c'est véritablement des passionnés. Ils n'ont pas ces autos pour flamber, ils les ont parce que vraiment, ils ont une vraie passion, une vraie culture, et bon, ils ont la chance d'avoir un pouvoir d'achat aussi. Voilà. Et donc l'idée, c'est de les accueillir à Rétromobile de la meilleure des façons possibles, et donc on aura un lounge dédié, ils auront accès un peu plus tôt sur le salon pour pouvoir commencer à repérer, ils auront un service de conciergerie, ils auront une multitude de services pour que voilà, nos grands marchands puissent retrouver sur le salon Rétromobile, ce soit vraiment l'événement où ils puissent rencontrer leur clientèle. Au niveau des deals, parce que tu vois là j'ai une question qui vient, les deals qui peuvent se faire sur Rétromobile, vous avez rien. Enfin, je veux dire, les gens, comment ça se passe? Ils discutent et ils font ça après, ou ça se fait sur place? Comment ça se passe? Parce que je me dis, il y a quand même des grosses sommes qui sont là. Comment ça se passe au niveau à ce niveau-là? Alors nous, évidemment, on est neutre. À partir de là, je veux dire, les négociations, les deals se font entre les collectionneurs et les marchands. Donc nous, on n'intervient évidemment pas. Il y a une multitude de transactions qui se font directement sur le salon, et vous le verrez pendant l'avant-première, mais moi je suis toujours frappé de voir que le mardi soir, donc on est juste en format avant-première journaliste et VIP, sur un format 18h-22h, et déjà dans les allées du salon à 22h, il s'est juste passé 4 heures, format VIP, et vous avez déjà une multitude d'autos où il y a marqué vendu. Ah ouais. Donc les autos partent en moins de 4 heures. Quelques autos partent en moins de 4 heures. Voilà. Mais c'est pas anecdotique, c'est vraiment, ça représente enfin ça se voit quoi. Je veux dire voilà. Avant que ça ouvre, que ça ouvre, voilà. Ne serait-ce qu'à la soirée avant-première. Et après, vous avez des autos qui vont continuer à se vendre pendant toute la semaine. Et très souvent, il y a aussi des transactions un peu plus longues sur des autos chères, des autos avec des pédigrés, etc. Bon, on est un peu moins dans l'achat d'impulsion qu'on va dépenser 2 ou 3 millions d'euros sur une auto pointue. Et du coup, on sait que les contacts sont initiés, les marchands ramènent les autos à Rétromobile parce qu'ils savent que leurs clients fortunés n'ont pas le temps d'aller voir tous les marchands, donc ils viennent à un endroit, c'est Rétromobile, donc ils amènent les autos, et puis après voilà, ils entament des discussions, et quelquefois ça se finalise dans 1, 2, 3 mois après le salon. Il y a quelques montants que tu as cités là depuis quelques minutes, juste par curiosité, hein. La voiture la plus chère qu'il y a sur Rétromobile, ça va jusqu'à combien? Le montant le plus élevé qu'un véhicule peut coûter sur le salon? Arcurial étant en train de finaliser son catalogue, je n'ai pas encore toutes les têtes d'affiche. Après aussi, je reviens à la magie de Rétromobile, c'est que la plupart des marchands, alors j'ai un call cet après-midi avec l'un d'entre eux, donc je vais en savoir un peu plus, mais les marchands, en fait, il y a... comment dire
ils aiment dévoiler leur collection à Rétromobile. C'est-à-dire qu'on a très très peu d'infos en amont. Quelques marchands acceptent de nous distiller quelques infos, ce qui d'ailleurs nous pose un peu de problème pour la communication parce qu'on a du mal à anticiper ces sujets. Donc de plus en plus on leur dit donnez-nous les infos sur les véhicules, on les garde confidentiellement et puis on dévoile que quand vous êtes à l'aise. Mais voilà, ils cultivent un peu le goût du secret. Et ils mettent tout sous bâche, sous housse, et le mardi soir, voilà, et là généralement, voilà, c'est un peu à celui qui en mettra plein la vue. Donc toujours est-il que pour l'édition 24, j'ai un peu du mal à vous répondre. Ouais. J'ai entendu parler de quelques modèles de Ferrari, et on reste dans le thème, qui vont être présentés, qui seront exceptionnels. Voilà, mais je peux pas trop en dire plus. Okay. On a des autos uniques, notamment sur le thème, là on va célébrer le centenaire de la marque MG, on aura des autos uniques, des autos records qui sont des modèles uniques, donc potentiellement des autos qui sont évidemment rares et donc très chères. Mais par exemple, l'an passé, Arcturial avait une auto qui frôlait une Ferrari de nouveau qui frôlait les 20 millions d'euros. Donc voilà, on peut avoir ce genre d'auto sur le salon. D'accord, ok. Je m'attendais limite à moins, tu vois. Mais d'accord, okay. Moi c'est clair. Sur des montants beaucoup plus petits pour le coup, je pense. Il dit, en fait, j'ai remarqué à Rétromobile, parce que moi j'y vais parce que j'aime beaucoup ça. Il y a beaucoup d'exposants aussi avec d'autres choses que des voitures. Il y a des miniatures, il y a de l'art, il y a des montres. Quel pourcentage ça représente pour toi? Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes d'exposants comme ça? Parce que moi, il y a quand même, je sais pas quel hall c'est, mais il y a un endroit où tu as quasiment pas de voiture en fait. Oui, alors c'est un salon, Rétromobile, un salon de véhicules de collection. Maintenant, si on se met dans la tête du collectionneur, et c'est le travail qui a été fait de nombreuses années, c'est de se dire en fait quelles sont les passions d'un collectionneur. Très souvent, sans faire de clichés, il aime les belles autos. Très souvent, ils aiment les motos, d'où la création de cette nouvelle zone moto. Ça va aussi indéniablement avec le pouvoir d'achat, mais on a aussi, c'est aussi une population qui aime aussi l'art. Donc on est le seul salon à avoir une galerie d'art en plein milieu du hall 1, qui apporte aussi à la magie. Et d'ailleurs, on peut le voir chez Charles Pozzi, il y a une multitude de très belles toiles, très belles photos, très belles œuvres, etc. J'ai d'ailleurs vu un exposant qu'on a qui est Dufilo, que je vous invite à aller voir, qui fait des voitures miniatures en lame d'acier comme ça, c'est très élégant, qui est exposant sur Rétromobile, et j'ai vu quelques sculptures ici chez Charles Pozzi. Donc voilà, on a un collectionneur, généralement il a une belle montre, voilà. Donc on a la chance d'avoir Richard Mille en tant que partenaire du salon depuis de nombreuses années, lui aussi associé qui est aussi partenaire de Ferrari, et puis une multitude d'autres horlogers. Donc ces choix d'avoir une offre autre que véhicule de collection, il est lié à cette réflexion, de se dire voilà, quelles sont les autres passions d'un collectionneur. Après, ça doit occuper un bon tiers du salon. Mais une fois de plus, c'est essentiel dans l'offre, ça vient compléter. Et ce qu'on veut aussi, c'est que quelqu'un qui n'aura pas les moyens de venir acheter un véhicule, alors un véhicule à plusieurs centaines de milliers d'euros, millions, c'est sûr que ça ne s'adresse pas à tout le monde, mais quelqu'un qui ne repartirait pas non plus avec un véhicule à moins de 25 000 euros dans la zone dédiée, on veut absolument que il puisse repartir avec une pièce pour restaurer son auto. On a une galerie aussi Automobilia, donc Automobilia, c'est tout ce qui se collectionne autour de la passion automobile. Alors ça peut être des vieilles publicités, ça peut être des vieux manuels, ça peut être des mascottes de radiateurs, ça peut être beaucoup de jouets anciens aussi, qui sont très 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 cotés. Ah ouais. Donc voilà, on en apporte pour tous les goûts, et je termine sur la miniature parce que tu es, j'ai découvert, passionné de miniature. Oui, effectivement, les collectionneurs aiment aussi les miniatures. Certains ont la chance de posséder les jouets à taille réelle et d'autres plus en taille réduite. Mais je ne désespère pas, bientôt ce sera ton cas. On va essayer. Hein. Et du coup, on a beaucoup effectivement de vendeurs de miniatures sur le salon, et je trouve que c'est chouette de repartir avec un souvenir. Ouais, bah tu m'y verras, je pense, par là-bas. je vais aller voir. J'ai commencé à chercher, tu sais, les Creation Toys.
Je sais pas si tu vois, c'est des toutes petites voitures. Il y a une Gordini, il y a Matra, il y en a plein des petites des années 60 là. D'accord. C'est pas facile à trouver. Hein. Ouais, alors tu devrais en trouver. Au pire, je t'emmènerai chez les bons marchands. Ouais, sur le jouet, on en a 2-3 qui sont très pointus. J'en ai trouvé dans un vide-grenier à Paris. Ouais. Vraiment à faire en or, tu vois. Ils voulaient s'en débarrasser, je les ai pris, mais j'ai regardé sur internet après. Non seulement ça a un peu de valeur, et en plus c'est pas évident à trouver, tu vois. Ah ouais, donc j'ai hâte de voir ça. Moi j'ai une petite collection de Dinky Toy, tu vois, évidemment, mais après bon, il y a du Schuko, il y a pas mal de marques. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, quelques constructeurs automobiles, notamment Citroën le plus connu et Renault dans de moindre mesure, avaient une division jouets. Et du coup, ils produisaient des jouets d'une qualité extraordinaire. Ouais. Et aujourd'hui, avoir la chance de dénicher un jouet Citroën, entre autres, alors c'est des formats comme ça. Ouais. Hein. Si en plus le jouet est en bon état, dans son état d'origine, avec sa boîte en carton, c'est des choses qui partent à plusieurs milliers d'euros. Donc ça, c'est des pièces qu'on peut retrouver sur le salon. Je te montrerai. J'irai voir ça. Au niveau F1, tu vois, on en a cette année Rétromobile, parce que je me souviens que l'année dernière, il y avait Richard Mille qui était venu avec plusieurs Ferrari notamment. Il y avait une McLaren 2002, je crois, que j'avais vu, je sais plus où. Comment ça peut-être tu peux pas dire. Non, alors une fois de plus, ça fait partie des secrets que nous ramènent les marchands. Voilà, assurément, on aura quelques F1. Ouais. J'aurais beaucoup, compte tenu de ton profil, j'aurais rêvé faire une annonce, mais hélas, il va falloir venir sur le salon pour pouvoir s'en apercevoir. Non, je pense qu'il y aura quelques F1. Et d'ailleurs, sans faire d'annonce, parce qu'honnêtement, il n'y a rien qui a été décidé, mais on n'est pas à l'abri dans les éditions à venir de dédier une exposition entière sur la F1. Peut-être que même le thème F1 serait trop large. Peut-être même qu'on pourrait faire un thème dans le thème sur la F1, sur un pilote, sur une période, sur des innovations précises. Enfin, à ça réfléchir, mais c'est quelque chose qui me trotte dans la tête. Ouais. En parlant de ça justement, des idées pour la suite de Rétromobile, toi, comment tu vois le futur? Puisque tu l'as dit, en fait, c'est ta première édition, on va dire, avec ta patte. Comment tu vois les choses pour la suite? Des idées, j'en ai tous les matins. Ouais. Et, je sais pas pourquoi, mais souvent j'ai les idées quand je prends ma douche, sans rentrer dans ma vie intime, mais ça me déclenche des idées, c'est comme ça, bon tant mieux, je les prends. Ouais. Mais ça m'arrive de sortir de ma douche et de trouver un calepin pour, voilà, je sais pas, ça doit déclencher des choses, bref. Non, des idées, il y en a plein, et à chaque fois que j'ai la chance d'aller sur des événements, j'étais cette année à Pebble Beach, etc., on découvre une autre culture encore de l'automobile. Je me dis, en fait, c'est quasi illimité. Il y a tellement de choses qui ont été traitées, mais il y a encore tellement de sujets à traiter. C'est quasi illimité, donc il y a plein d'idées. C'est même des fois un peu frustrant de se dire qu'on a qu'une semaine par an pour réaliser tous ces projets, quoi. Donc, et un projet qui est pas réalisé en 2024, il faut attendre 2025. Enfin, il y a un côté un peu frustrant dans tout ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, que ce soit sur les expos, que ce soit sur des nouveautés, des nouvelles zones, là, on a développé cette année, le gros chantier, ça a été la zone moto. Hein, ça s'est pas fait en 48 heures. Je veux dire, on a travaillé avec un concept tout à fait différent. Et d'ailleurs, on est parti du consommateur en se disant, le motard, avant même peut-être d'aimer les motos, ce qu'il aime peut-être, c'est rencontrer d'autres motards et parler moto. Avant même peut-être d'en posséder une. Et du coup, symboliquement, on a traversé la Manche, on a été au Ace Café, qui est ce bar un peu emblématique de la moto. On dit souvent que tout motard qui se respecte a deux choses à faire dans sa vie, c'est aller au Tourist Trophy sur l'île de Man et aller au Ace Café à Londres. Donc on a été à l'Ace Café, on a fait un deal avec eux, et notamment le patron qui est charmant, Mark Wilsmore, et on va installé au cœur de la zone un Ace Café, donc qui va être super sympa, avec une terrasse, des motos, jetbox, la musique, etc. Et autour seulement, on a greffé les exposants. Voilà, donc on veut que ce soit un village d'Indiens, un peu en l'occurrence d'Indiens motards qui vont être là, qui vont partager leur passion. Un petit festival. Un petit festival, exactement. Et pour les années à venir, voilà, il y a plein d'idées sur des expos, sur. Je pense intimement aussi que le salon ne doit pas être statique. Ok, les autos sont posées, mais on doit apporter un maximum de contenu pour qu'il y ait de la vie, pour qu'il y ait des histoires, pour qu'il y ait des rencontres, pour qu'il y ait l'effet waouh à chaque coin d'allée avec des trucs qu'on n'avait pas imaginé voir. Voilà, et donc ça me fait plaisir quand tu me racontes qu'effectivement tu t'es pris une claque à Rétromobile, parce que véritablement c'est ce qu'on veut faire. Bah écoute, c'est ce qu'on vous souhaite. Hein. Merci beaucoup Romain. C'était vraiment cool d'échanger avec toi. On se voit du coup à Rétromobile. Moi je serai à Rétromobile avec grand plaisir. On suit Rétromobile sur les réseaux, sur Instagram. C'est Rétromobile.
On suit sur Instagram, Rétromobile, Facebook, LinkedIn. Après, sur les autres réseaux, je vous avoue que je suis un peu dépassé. Mais en tout cas, sur ces deux-là, à coup sûr, ouais. Parfait. Merci beaucoup, Romain. C'était vraiment cool. Merci, Lucas. Merci. C'était passionnant et à refaire. On fait ça. Allez.